大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Hello tout le monde, bienvenue dans le 55e épisode de l'ASP, le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'une affaire de famille de Koreeda. Et je suis toujours accompagné de ma best moitié, Yes. Céline. Je suis là. Comment I'm ça va? here. Très bien, ça va. La forme? Ouais, franchement, ça va, je suis Pour contente. débuter ce week-end? Carrément. Toujours le rituel du vendredi, ça me va très bien. Ah, c'est de la balle, j'adore. En plus, avec une affaire de famille, ça va très bien. Alors, je vais essayer de pas dire et de pas faire fourcher ma langue à chaque fois. Et de dire un air de famille, qui n'est pas du tout le même film, qui a absolument rien à voir. Ça existe, un air de famille? Oui, c'est un film avec Jean-Pierre Bacri, Adèle Jaoui. C'est une comédie. Je l'ai jamais vu. C'est une comédie française. C'est très bien, mais ça a rien à voir. Ok, il Ça y en a un parle tu de famille, rigoles, par contre. il y en a un tu rigoles et il y en a un tu pleures. Ouais, après, c'est très sarcastique, un peu, une affaire de famille, quoi. C'est vraiment un peu de l'humour noir aussi. Une affaire de famille ou un affaire de Un famille? air de famille. Putain, je vais pas y arriver. Un air de famille. Et c'est pas possible. Mon cerveau, il veut pas, là. Et en fait, tu t'es mis dans le pétrin toute seule. Mais exactement. Mais j'ai pas arrêté tout à l'heure. Tiens, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé le film qu'on allait voir pour justement avoir un peu la fiche technique et tout, pouvoir en parler après. Mhm. Et j'ai tapé un air de famille. Là, j'ai Bien fait joué. arrête, tu vas faire ça tout le podcast. Et voilà. Balèze. Ouais, voilà. Bon, sinon, à part ça, Ça va une bien. affaire de famille, de Koreeda, encore une nouvelle fois, un film qu'on a déjà vu, Tout à fait. un film qu'on a déjà adoré, Exactement. un film qu'on va re-adorer. Je pense, oui. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Non, là, c'est vraiment... on se fait un super deuxième visionnage d'un super grand film. Et c'est pas pour rien qu'il a eu sa palme d'or à Cannes. Ouais, franchement. Je pense qu'en plus, quand on l'a vu, le premier visionnage, j'avais pas du tout d'attente particulière dans le sens où je savais pas trop exactement où ça allait m'emmener. Tu m'avais déjà parlé de Koreeda avec Tel Père Tel Fils, je crois que c'était avec celui-là que tu avais commencé à m'en parler. Et donc voilà, tu me l'avais encensé, donc je savais que j'allais voir un bon Je l'ai film. vendu, j'ai fait le commercial. Grave, c'est bon, là, t'étais au top du top. Mm. Et donc, j'avais pas, par contre, tu vois, d'attente particulière sur l'histoire, sur comment ça allait se dérouler, ce genre de choses, sur la narration, quoi que ce soit. Et donc, je me suis pris une grosse clacasse. Mm. Et puis après, moi, c'est des sujets qui juste me touchent énormément, quoi. Les sujets familiaux, le drame, c'est... Bakri, tout ça. Après, ce que je dis, franchement, il y a une dynamique familiale dans un air de famille qui est un peu touchy aussi. Touchy. Ah, Ouais, je bah, pensais que t'allais dire similaire, mais... Non, parce qu'on n'est pas du tout sur le côté aussi classe sociale ou des choses comme ok, ça. ok. Mais en fait, ça se passe dans une famille où il y a différents... il y a quand même différents statuts sociaux pardon, Ok. entre un frère et entre deux frères. Et ouais, en fait, c'est une relation avec la mère, les fils, les belles-filles, les trucs comme ça. Et tout se passe dans un café, en fait, un Mhm. bistrot. Et ouais, c'est vraiment... le film qui va un peu tirailler toute la famille, quoi. Ok. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu parler de ce film. Ouais, Bon, après, il faut savoir que moi, j'ai d'énormes lacunes en cinéma français. Je suis même une grosse merguez. À part le Pacte des Houes, je connais rien d'autre. Enfin, si, évidemment, mais non, c'est vrai, j'ai de grosses lacunes en cinéma français. franchement, c'est un bon film. Moi, c'est un film qu'on a vu plein de fois parce qu'on l'avait à la maison. Et voilà, c'est le bon film que tu regardes en famille qui, pour les enfants, vont pas forcément comprendre toutes les subtilités et mais où tu peux quand même te marrer un peu. Mhm. Et après, où en fait, justement, en grandissant, tu vois plein de double lecture ou des choses comme ça. Et Bakri, quoi, en général. Ouais, non, franchement... J'ai pas vu grand-chose de Bakri, mais les 2-3 films que j'ai vus, en général, Oh, oui, c'est un très bon acteur. Hein. il pète l'écran, quoi. Mm. Donc, Bah pareil, là il pose cela. peut-être un jour, quand on fera un podcast sur le cinéma français, Non mais on pourra se le mettre quelque part. on va arriver à le caler entre On va trouver. la liste ultra chargée, Et au pire on se le fera juste pour nous. au pire. On a le droit de faire ça aussi. De regarder des films juste pour nous. Bah, c'est ce qu'on fait déjà, non? Ouais c'est vrai. Le podcast, c'est aussi pour regarder des films. C'est vrai, c'est pour notre plus grand plaisir à nous en premier. Donc, ouais, on l'a digressé. c'est dit. Un peu beaucoup ouais. On est trop forts, nous. Pour une fois c'est moi. Bah, je crois que c'est un peu le but du podcast aussi. Ouais je crois, C'est de parler de tout et de rien et de déblatérer des choses qui n'ont ni queue ni tête c'est ça. et dériver sur des choses qui nous passionnent. Exactement, où on se sent bien et où on n'a pas envie de s'arrêter. Et là, on se sent bien, là. On a le thé, Ah grave. on est dans le canapé, le film, il est prêt à être lancé. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux, quoi? Bah mettre play. Let's play, Allez on y va. c'est parti.
ね、翔太シャンプーは忘れた。もう少しさ、金の匂いのするもん拾ってきなよ。コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。どうしたのそれ。転んだ。こいつ邪魔。そんなこと言うなよ、お前。お前の妹だぞ。妹じゃないよ。妹だよ。ゆりはお前の妹だって。Et nous voici de retour après le visionnage d'une affaire de famille de Koreeda, sorti en 2018 d'une durée approximative de 2 heures, de genre drame. Ouais. Parce que je ne vais pas dire ce qu'a mis Google. Parce que c'est pourri. Bah, c'est complètement naze même. Ouais, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, ils ont fait de la merde. Une affaire de famille, récompensée au Festival de Cannes en 2018, qui avait pour présidente du jury cette année-là Kate Blanchett. Ah, bien. Donc, bravo. Merci, Kate. Bravo, Kate. Il a été notamment récompensé dans pas mal de festivals, notamment au festival du film d'Antalya, où il a reçu meilleur réalisateur, au César, où il a reçu le meilleur film étranger, Ouais. au Japan Academy Prize, où il a reçu un paquet de prix, notamment meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure musique, meilleure photographie et meilleure lumière. Ouais, c'est normal. Mis à part ça, il a eu quelques nominations aussi au BAFTA, aux Golden Globes et aux Oscars, tous dans le meilleur film dans une langue étrangère. Donc là, c'était que des nominations, mais Ouais. quand même, nommé, c'est pas non plus... C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, est-ce que tu nous résumerais ce film ? Oui, je vais essayer. Donc, c'est l'histoire de la famille Shibata qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ils sont à 5 dans une petite maison dans la banlieue de Tokyo. Et donc, ils ont des petits boulots. Bon, les parents ont des petits boulots assez un peu pourris, quoi, qui donc payent pas. Il y a la grand-mère, il y a une autre jeune femme qu'on apprend que c'est la sœur de la mère, et un enfant. Et un jour, justement, comme ils n'ont pas trop de thunes, ils ont un peu l'habitude de voler le dîner du soir. Et donc un jour, en rentrant de l'épicerie, le père et le fils sont tombés sur une jeune fille qui était dehors en plein hiver, toute seule sur un balcon, sans pouvoir rentrer chez elle, et sans ses parents. Et donc ils décident de la recueillir. Et s'ensuit un peu nouvelle dynamique familiale avec l'arrivée de Yuri/Rin dans la famille. Une tranche de vie dans la pauvreté. Exactement. Maintenant, si tu nous disais ce que tu en as pensé et pourquoi, c'est très bien. Ça va, je transpire des yeux, mais sinon... Ah, je crois que t'avais un rhume. Voilà. Je me suis dit, c'est bizarre, en ce moment, elle a souvent un rhume en fin de film. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de... Ça revient régulièrement. Il faudra prendre des médocs. Hein. Je crois, ouais, c'est un traitement. Ouais, on va t'emmener chez le médecin parce que ça va pas là. C'est génialissime parce que c'est extrêmement bien écrit. L'histoire est d'une justesse folle. Et en plus de ça, c'est cette histoire complexe, belle et triste à la fois, et portée par des acteurs exemplaires et une photographie magnifique. Voilà, j'ai résumé. Et on retrouve notamment au casting, on l'a pas dit, je n'ai pas les noms, de toute façon je vais les écorcher. Alors attends, je vais en sortir quelques-uns. Ando Sakura. Il y a Sakura Ando, qu'on retrouve aussi dans Monster. Oui, et que dans Gozama Nuswan, mais bon, c'était... Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, oui, on l'avait parlé pour... c'est vrai, elle est dans Gozama Nuswan, mais oui, ok. Mais oui, on avait même dit que c'était dommage de ne pas avoir exploité le talent de cette actrice. Surtout que, en plus là, notamment dans le film là, on s'est rendu compte du talent. Et comme je l'avais dit aussi pour le film L'Innocence, elle est incroyable. Donc, mis à part ça, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, on va retrouver Kirin Kiki, qui joue la mamie dans le film et qu'on retrouve notamment dans Les Délices de Tokyo. Oui. Dans Nobody Knows aussi, je crois. Je crois qu'elle a fait beaucoup de Koreeda. Elle a joué dans Still Walking.
Après la tempête, tout ça c'est de Correda. Tel père, tel fils aussi. Mais non, elle a pas Et joué notre dans... petite sœur aussi. Notre petite sœur, ouais, en fait, elle a joué dans quasiment tous les Correda, Mais- sauf Nobody Knows. Ouais. Une actrice avec une filmographie incroyable. Ouais, franchement, c'est. J'ai dû scroller pendant une demi-heure pour voir ses derniers films. C'est impressionnant à quel point elle a une carrière bien florissante. Et d'ailleurs, elle nous a quitté le même année de la sortie du film, D'accord. en ok. 2018. Donc voilà, moi je voulais mentionner surtout les deux là parce que c'est les rôles principaux. Bah, c'est pour ça qu'en fait on parlait de l'actrice qui a reçu un prix pour le meilleur prix féminin et aussi pour le meilleur second rôle féminin qui est attribué aussi à la grand-mère. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, je vais rebondir sur ce que tu dis et te paraphraser en disant que bah, c'est génialissime. C'est un excellent film. Deuxième fois que je le vois. Deuxième fois que je suis bouleversé. Pareil. Correda, c'est un grand, voilà, patati, patata, je sais pas quoi dire, franchement, j'ai pas envie de me répéter parce que juste avant, on a fait Nobody Knows. Donc, on n'avait pas déjà parlé de Correda, on a parlé de son travail, comment il travaille, le fait qu'il vienne du documentaire. documentaire. Avec Nobody Knows, on ressentait le côté documentaire, justement, dans la façon de tourner, tout ça, avec les acteurs. Tu voyais au début, tu vois, ils étaient un peu eux-mêmes, et après, tu le voyais un développement, ils avaient chacun incarné leur personnage. Dans celui-ci, c'est irréprochable. Hein. Je dis pas que Nobody Knows, c'est pas du tout irréprochable. C'est juste que là, tu sens qu'il y a une maturité Oui, dans tout. complètement. Bah, Nobody Knows, je crois que c'est le 4e film qu'il a fait. Oui, après, Et Une affaire de famille, c'est le 4e film de ces derniers, en fait. Exactement, Donc, il y en a 2 ou 3 après. Bah, je pense qu'avant, Trois, je crois qu'il y a Still Walking, il y a Tel père, tel fils, tout ça. Donc, il a eu le temps de se faire la main. Exactement. Puis là, sur celui-ci, il est irréprochable à tout point. Sur la direction d'acteur, qu'on avait dit, il travaillait énormément avec les enfants. Ça se voit dans celui-ci. Les gamins, ils sont énormes. Ouais. Ils jouent super bien. Que ce soit pour être eux-mêmes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des enfants, ou jouer le drame, jouer enfin, je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler parce que le film est un drame parce qu'il faut rester jusqu'à la fin du film. Au début, le film peut paraître entre guillemets un peu plan-plan parce qu'on a l'impression de voir plus une tranche de vie en fait. Où on va voir cette petite fille recueillie par une autre famille entre guillemets découvrir la pauvreté, découvrir à quel point ils sont heureux sans rien, découvrir à quel point elle peut être aimée pour ce qu'elle est. À la base, c'est un peu comme Nobody Knows, on peut se dire ah bah ça va être une tranche de vie comme ça où ça va se développer et puis à la fin bon bah ça va se conclure en se disant que bah il y aura une continuité derrière. Sur celui-ci, il y a un vrai dénouement quand même, un dénouement qui moi personnellement je ne l'ai pas vu venir. Ouais, la je parle pour la première fois. Pareil. La deuxième fois, j'avais oublié pas mal de choses quand même. Enfin, pas mal de petits détails en fait. On va dire le gros, je l'avais. La deuxième fois, ça a marché encore. Ouais. Bah, moi, il y avait beaucoup de choses. C'était dans la relation entre les personnages. Effectivement, on va dire plutôt la première partie que j'avais pu avoir un peu des manques, on va dire, par rapport au dernier visionnage. Par contre, tout le dénouement, on va dire l'élément perturbateur et tout ça, j'avais gardé en tête et. Puis cette scène de fin. Ouais. Celle-là m'a marqué. Pourtant, elle est d'une simplicité, comme tout le film quasiment, comme la majorité des films de Correda. C'est tellement, j'ai pas envie de dire simpliste parce que ça peut paraître réducteur aussi pour parler du cinéma Correda, mais c'est filmé avec tellement d'intimité. Ouais, c'est ça, intimiste. C'est intimiste. Bah, simpliste, effectivement, ça, comme tu dis, ça peut porter un peu un préjugé, quelque chose de négatif. Alors que intimiste, il y a vraiment ce côté d'être dans le quotidien, d'être proche, d'avoir un point de vue. Voilà, d'être vraiment proche de la réalité et dans un cocon assez restreint. Mais il n'y a pas du tout ce côté de la narration, ou du moins l'histoire et cousu de fil blanc, le truc que tu vois venir à 50 bornes, pas du tout quoi. Non, moi ce que j'aime dans le cinéma Correda justement, c'est ce côté intimiste où en fait on va se concentrer réellement sur un groupe de personnages. On va pas essayer de savoir comment les autres personnes perçoivent la situation ou comment ils interagissent avec le noyau dur. C'est pas ce que veut Correda. Correda, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur un quotidien, sur des faits réels, sur une façon de vivre à la Tokyoïde. Et là, pour le coup, c'est
carrément montrer du doigt certains tabous de la société japonaise. Complètement. Ce qu'il a déjà fait dans Nobody, ce qu'il a fait aussi dans Tel Père, Tel Fils. Quelque part, en fait, c'est un cinéma de dénonciation. Il le fait d'une façon où toi, tu vas pas y aller pour juger la situation. Ouais. Tu vas y aller pour découvrir comment des familles peuvent vivre ou survivre dans cette société-là. Ouais, et en plus, il montre les personnes qui habituellement sont invisibles, celles que personne veut voir en fait. Ça, c'est les pauvres, pour Nobody, c'était la mère célibataire qui effectivement lâche prise complètement. Et là, voilà, là, il y a vraiment dans une affaire de famille, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés sans que ce soit éparpillé ou sans que ce soit ramené à la truelle en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement la pauvreté, l'agisme, la grand-mère qui se fait presque manipuler par les autres membres de sa famille, mais aussi par le gars qui veut essayer de lui arracher sa baraque. En fait, il veut l'expulser pour pouvoir... Oui, il y a un peu... donc, il y a plein de choses comme ça. Et après, il y a aussi les violences conjugales, la place de la femme dans la société, la place de la femme sans enfants. Au foyer, au travail. Voilà, celle qui travaille et donc qui doit s'occuper de ses enfants, mais qui doit être au travail en même temps. Il y a aussi le fait que... ce qu'on appelle les mères sans enfants, en fait, les figures maternelles, mais qui n'ont pas d'enfants biologiques. Et voilà, il y a plein de sujets comme ça qui seront abordés avec une finesse, mais exceptionnelle, et c'est que pour servir l'histoire. Ça ramène beaucoup plus de détails, d'ampleur dans l'histoire, et le dénouement sera d'autant plus fort, quoi. Bien sûr, parce qu'on crée une énorme empathie dans la façon... où Koreeda nous présente ses personnages, où il a écrit ses personnages. Il y a énormément d'empathie, on va pas, j'allais dire, s'apitoyer sur leur sort, parce que eux-mêmes ne s'apitoient pas non plus sur le leur. En fait, c'est leur train-train quotidien, c'est leur façon de vivre. Tu les vois heureux, avec rien. Tu les vois vivre simplement. Et quelque part, ça nous ramène aussi un peu à un style de vie que nous, on a quasiment oublié. Ouais. C'est-à-dire l'interaction, c'est-à-dire l'amour. Et moi, je trouve que Koreeda le fait très bien dans tous ses films, mais tout en dénonçant quand même qu'il y a... je sais pas comment expliquer sans spoiler. Ah, ça va être difficile parce que j'ai vraiment pas envie de casser le délire à la fin, en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et non, je vais m'arrêter là, parce que j'ai peur, en fait, de balancer un terme qui va donner un indice sur le dénouement final. Et franchement, ça serait dommage. Oh non, je suis d'accord. Mais ouais, tout ça pour dire que, en fait, encore une fois, ouais, j'adore quand Koreeda s'intéresse à un noyau dur et il se cantonne à ce noyau dur-là. Et nous, on est spectateurs de leur vie. C'est bluffant. Même si, tu vois, il n'y a pas... le cinéma Koreeda, il peut quand même laisser de côté ceux qui veulent voir, entre guillemets, un film avec une mise en scène, on va dire, ultra chiadée. C'est pas le but de Koreeda. Koreeda, il veut juste montrer des images, des belles images, des images poétiques souvent, mais sans fioriture. Il veut juste montrer, tout comme les familles qu'il fait développer dans ses films, une simplicité. Et c'est ce qu'il va nous montrer à l'écran. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que moi, j'ai l'impression d'y être. Ouais. Et même si, en fait, le film, il reste... on va dire un peu plus poussé au niveau de la photographie, de l'image, de la narration. Je trouve qu'il y a quand même une petite part de documentaire dans sa façon de raconter son histoire, tu vois. Il y a toujours ce côté où en fait, t'as la caméra, t'as l'impression, elle est toujours posée dans un coin d'une pièce, tu vois, comme si tu voyais en fait le caméraman dire bon bah toi tu vas filmer là, va filmer le moment familial là. Ouais. Quand ils vont manger, quand ils vont faire un tour de magie. Tu vois, le caméraman, en fait, la caméra, elle est pas positionnée pour dire, tiens, je vais te faire une plongée, une contre-plongée. Ouais. Elle est vraiment posée comme si c'était un caméraman qui était debout et qui filmait une scène à un moment dit de la journée d'une famille. Et même quand il y a des plans qui sont un peu plus chiadés, justement, un peu plus réfléchis, ils ont un sens dans l'histoire. Bien sûr. C'est pas juste pour faire joli. Ouais, exactement. Donc il y a des plans, comme tu dis, avec des contre-plongées ou avec des reflets ou avec des cadrages qui sont plus cinématographiques que documentaires. Mais par contre, c'est toujours au service de l'histoire. Il y a toujours un message derrière. Bien sûr, même si des fois, c'est un peu pour flex aussi, tu vois. Koreeda, il dit, vas-y, t'as vu, moi j'ai... Il a le droit, hein, il a bien sûr, il a tous les droits.
Mais tu vois, là où, par exemple, dans Nobody Knows, là, on reste vraiment dans ce qu'on l'a vu récemment, parce que pour Tel Père, Tel Fils, tout ça, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées sur la narration, tout ça, sur la façon de filmer, puis la façon de raconter son histoire. Mais là, comme on l'a fait Nobody Knows, là, tout récemment, donc, tu vois, contrairement à Nobody Knows, où en fait, il va vraiment... où il est vraiment resté dans son ancien métier, entre guillemets, de documentariste, tu sens que, en fait, c'est quelque chose qui l'a fait grandir, c'est comme ça qu'il a appris à travailler, c'est comme ça qu'il a appris à devenir ce qu'il est devenu à ce moment-là. Mais tu sens qu'il avait plus de moyens, tu sens qu'il avait la bonne caméra, qu'il avait peut-être un chef-op autour pour lui dire tiens, regarde là, tu peux faire de belles images là. Tu vois vraiment contrairement à Nobody Knows, tu vas avoir des plans assez larges, Oui, c'est où vrai. tu vas avoir beaucoup plus de vision de Tokyo à tous les moments de l'année. Parce que ce qui est bien aussi avec Koreda, c'est que lui travaille longtemps avec ses acteurs, avec son histoire, pour faire développer non seulement le jeu des acteurs, mais en plus son récit. En fait, son récit, il va pas va pas le développer. Bon, on a 2 mois de tournage, en 2 mois, on va faire tout ce qu'on a à faire. Ouais. Lui, ce qu'il aime bien faire dans ses films, c'est comme s'il faisait un documentaire, c'est de suivre une famille pendant une année complète. Et bah lui, là, pour faire des films comme ça, en fait, il va tourner pendant une année complète pour faire développer son récit, pour faire développer ses personnages. Et tu le vois dans le jeu des acteurs. Ouais. Tu vois que au fur et à mesure du temps qu'ils filent dans le récit et dans la vie, tu les vois beaucoup plus à l'aise. Tu vois qu'il y a des liens qui se sont créés. Tu vois que ces liens sont vrais. Tu sens qu'il y a une façon de travailler de Koreda où en fait il va créer une espèce de cocon dans son travail autour de ses acteurs pour créer le cocon familial que nous on va voir développer dans le film. Et ça c'est un truc que j'ai vu sur internet parce que j'ai vu que Koreda lui travaille énormément, on va dire verbalement avec ses acteurs. Il va expliquer, il va parler avec eux, il va partager, surtout avec les enfants parce que va expliquer à un enfant qui doit jouer, je sais pas moi, là on va jouer la scène dramatique du film, il va expliquer à un enfant de 5-6 ans ce qu'il doit jouer quoi. Et en fait Koreda il prend le temps d'expliquer à ses acteurs et surtout à ses jeunes acteurs bon bah tu vois là on va jouer ci ça, enfin, là j'essaie de mettre la peau de Koreda, c'est pas possible, c'est son travail tu vois, mais il aime bien travailler en étroite collaboration avec ses acteurs pour créer des liens tout simplement entre eux pour que le film soit réaliste et que nous en tant que spectateurs on voit justement cette évolution là et ça marche du feu de Dieu dans ce film là. Et après je sais pas pour les autres films mais c'est vrai qu'avec Nobody Knows il y a aussi une timeline qui est longue dans le récit, donc comme tu disais il filme longtemps mais aussi dans l'histoire en fait il y a toujours au moins une année voire plus qui est racontée et donc on a le temps de rentrer dans la famille, bien sûr. de voir comment les personnages évoluent entre eux et après évoluent tout seuls aussi chacun de leur côté quoi. Puis tout bête, un truc tout bête ce que fait Koreda dans ses films c'est de montrer les saisons. Ouais, carrément. Et c'est tout bête, mais avec ça, tu vois le temps passer. Ouais, puis comment la ville et leur quotidien est impacté par la saison. Bien sûr, parce que le fait de mettre les saisons aussi, ça te montre aussi la vie tokyoïte aussi. De dire comment on vit en hiver, comment on vit en été. Tu vois vraiment les chaleurs, tu vois le froid, quand on dit « Ah, attends, ça caille ». Tu sens que, tu vois, c'est gris, c'est froid. Et quand l'été, elle arrive, tu vois la luminosité, elle est différente. Là, voilà, on ne peut pas dire qu'il tourne en studio. Là, il tourne en décor naturel. Il tourne en lumière naturelle, tu vois toutes les lumières, tu vois que ce soit l'hiver en automne, tu vois vraiment que la pellicule elle est grise, elle est, je vais pas dire terne, mais en fait elle est hivernale. Ouais. Et quand on arrive au printemps et en été, tu vois la colorimétrie se développer, tu vois les lumières beaucoup plus flashy, tu vois les rayons de soleil. Et juste ça, en fait, c'est une façon de faire évoluer tes personnages aussi, parce qu'ils évoluent aussi. Au fur et à mesure des mois, ils évoluent dans les saisons, et à travers tout ça, nous, on les voit grandir, on les voit se développer dans le film. Moi, j'adore le personnage de la petite fille. Quand tu la vois au début du film, où elle est toute timide, elle est toute réservée, en même temps, c'est normal. Elle est, entre guillemets, enlevée de son foyer pour être... Oui, et puis elle est... elle connaît personne, puis elle arrive dans une famille qui est déjà... composé, qui a déjà ses propres rythmes. Mais tu vois, au début, il y a quand même des... Enfin, il y a pas... Il y a une... J'allais dire une tension, mais c'est pas une tension, en fait. Il y a une atmosphère assez bizarre, où, en fait, t'as chacun qui fait leur vie, puis t'as la petite fille qui reste un peu en retrait. Tu vois, veut essayer de se rapprocher un peu du garçon, mais le garçon, lui,
voilà quoi, il est proche de son père et en fait, il a pas envie d'une petite dans les pattes, même s'il va finalement, par la force des choses, il va s'en occuper parce que il va se créer un lien aussi entre le garçon et la petite fille, donc ce qui est très fort. La mère, au fur et à mesure du temps, qui va s'attacher à la petite et vice-versa. Tu vois, tu as plein de petits détails comme ça qui vont se développer. Et après, tu vas voir aussi, justement, une fois que la petite elle sera intégrée au foyer, tu vas la voir se transformer, en fait. Ouais. Tu vas la voir parler beaucoup plus, tu vas la voir interagir beaucoup plus, tu vas la voir vraiment prendre part à la vie quotidienne de la famille, alors qu'au début, elle reste en retrait. Elle va même prendre des décisions. Bien sûr. Ça, c'est des petits détails qui paraissent anodins comme ça au premier abord, mais qui sont super bien maîtrisés, super bien mis en scène, pour que nous, on comprenne comment la petite fille s'intègre à la famille, et comment la famille évolue aussi. Je sais pas quoi dire sur le film, franchement, il est juste parfait, quoi. Ah mais je suis d'accord. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est déjà la façon dont est filmée la maison. Donc forcément, quand ils sont 6 dans la maison, elle fait rikiki. Parce que elle est pas très très grande à la base, mais il y a beaucoup de choses, c'est encombré vu qu'ils sont nombreux, il n'y a pas beaucoup d'espace, et quand ils sont surtout sur les repas de dîner où ils sont tous ensemble dans une même pièce, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans un truc qui fait 2 mètres carrés, quoi. Ouais, mais tu vois qu'en fait, je trouve que c'est des moments familiaux importants pour eux. Et même pour nous, quand on regarde ça, limite, on a ce petit pincement de se dire, waouh, en fait, ils sont en train de vivre un super moment. Ah ouais, non, mais je disais pas ça par rapport au moment en lui-même, mais plutôt vraiment sur la forme que prend l'espace. Parce que tous les moments où après ils seront 2 ou tout seuls, dans la même maison, on va forcément beaucoup plus respirer et on va avoir vraiment plus de regard sur l'extérieur. Ah, je vois ce que tu veux dire, oui. Aussi des choses comme ça. Vrai, ça. Et donc en fait, on va vraiment avoir un jeu d'espace dans un même lieu qui est vraiment différent en fonction du nombre de personnes qu'il y a dedans. C'est vrai. Et il y a aussi la façon dont ils traitent les relations du groupe, de la famille complète. Donc toutes les interactions, toute la place que chacun va prendre dans la famille. Et ensuite, les moments à 2, moi je les trouve exceptionnels, où en fait on va voir la connexion vraiment de 2 membres de la famille ensemble. Donc que ce soit les parents, la grand-mère avec une des filles, les enfants ensemble, le père avec le fils, la mère avec le fils, voilà, il y aura des interactions avec tout le monde. Et ces petits moments-là, tu vois en fait vraiment les moments précieux du quotidien, quoi. Où en fait tu crées c'est là où tu crées les souvenirs importants, c'est là où tu crées du lien qui va rester. Et d'avoir réussi à capter ça et de voir la différence justement entre le groupe, aussi positif qu'il soit, et ces petits moments plus intimes et plus, comment dire, pas précis, mais ouais... Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ces moments-là, en fait, ils sont hyper importants, comme tu dis, parce que ils sont en double sens. Non seulement pour les liens familiaux, mais surtout pour les secrets qui vont amener au dénouement final. Et oui, j'ai bien dit secret. Il y a vraiment de vrais secrets. Et juste vraiment pour vous hyper, pour dire, je suis curieux de voir quand même ce qui se passe dans le film, parce que franchement, au fur et à mesure des liens qui se créent, comme tu dis, à chaque fois qu'ils sont à 2, il y a toujours des dialogues qui sont créés et qui te disent, qu'est-ce que t'as dit là? Est-ce que j'ai bien compris ce que t'as dit? Alors que c'est pas les phrases, elles sont pas les dialogues entre les personnages, elles sont pas faites pour te dire ouais, mais t'as vu, en fait, c'est pas, tu m'as fait ci quand le... Ouais, c'est ça. C'est un exemple, tu vois. C'est pas explicatif. C'est pas explicatif. C'est juste un dialogue d'un quotidien. Et quand tu les écoutes, tu te dis, mais attends. Il y a du sens derrière. Il y a un énorme sens. Alors là, ce que t'es en train de dire, en fait, t'es en train de faire développer le personnage. Le personnage et puis le récit. Ouais. Et le dénouement final. Mais on n'est pas prêt à ça, nous. C'est ça. Nous, on n'avait pas compris ça. Parce que nous, on voyait une famille de pauvres, en fait, qui fait leur vie avec rien du tout. Et au fur et à mesure du film, tu vas commencer à comprendre ce qui se passe réellement au sein de cette famille. Et là, franchement, il fallait découvrir le film pour ça. C'est ça. D'où la transpiration oculaire. Exactement. Ouais, non, franchement, c'est un film qui retourne, quoi.
Comme tu dis, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est pas larmoyant ou à s'apitoyer sur le sort en disant regardez ce que fait la société aux familles démunies, machin, tout ça. Oui, il y a des choses qui sont horribles et la société est d'une violence inouïe sur toutes les populations qui sont défavorisées ou en minorité. Mais il arrive à montrer justement, comme tu dis, tous les éléments positifs en se disant ça c'est notre vie. On a le choix de subir et de s'apitoyer sur notre sort, faire la victime et partir du principe que tout est contre nous et être en colère et frustré, tout ce que tu veux, ou on choisit de cultiver ces moments ensemble, vivre avec les gens avec qui on veut vivre réellement. Ouais, on dit pas trop. Et, On dit pas trop, parce que là j'ai peur que tu... Non, t'inquiète pas, j'allais pas... Ouais, non, il faut pas. Mais parce que c'est vrai que même arrivé à la fin du film, t'as pas vraiment de parti pris, entre guillemets. Ouais. T'as pas... Correda va pas décider de dire, voilà, c'est ça, en fait, que je veux dire. Ou c'est ça que je veux montrer. Ou c'est ça que je veux dénoncer. Non, t'as toujours quelque chose à en tirer. Mais que ce soit les différents bords, en fait. Parce que, voilà, sans en dire trop, des différents bords, en fait, on en tire quelque chose, des leçons, des révélations, des façons de vivre, des critiques sociétales, mais à aucun moment, t'es jamais alarmiste, t'es jamais montré de façon à critiquer le Japon, même si, voilà, quand même, on comprend qu'il y a des choses, j'allais dire pas très catholiques, mais il y a des choses qui se passent dans le pays qui, comme tu dis, restent invisibles aux yeux de tous. Et ce qui était très bien montré aussi dans Nobody Knows, où en fait, tu pouvais faire ce que tu voulais dans la rue où tu habites, dans la ville où tu habites. Les gens vont pas te regarder parce que la société est pas faite pour t'aider ou pour regarder ce qui se passe autour d'eux, quoi. Et une affaire de famille, c'est un peu le même cas aussi. Ah ouais, complètement. Et il y a cette dénonciation justement de pas regarder ce qui se passe autour de nous, de pas aider les personnes qui ont besoin autour de nous, et notamment les enfants qui sont démunis, qui sont dans où il y a limite non-assistance à personne en danger. Cette critique-là, elle est à plusieurs strates dans le film, en fait. Ouais. Est-ce que tu as une scène préférée ? Oui, tellement. Énormément. Je vais essayer d'en citer qu'une. Moi, je vais citer un des passages, justement, des scènes à deux. Et c'est la scène de bain entre... je me souviens plus de son prénom dans le film, Sakura Ando, donc l'actrice qui joue la mère, et Rin, où on se parlait, voilà. Et donc il y a plein de petites actions du quotidien, plein de petits échanges entre guillemets anodins ou entre guillemets inutiles, mais qui au final sont chargés de sens et après vont amener aussi un développement dans leur relation très fort. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui mérite encore plus un double visionnage. Ou un triple ou un quadruple. Oh, oui, bien sûr. Mais c'est quand tu regardes la première fois, tu vois énormément de dialogues qui paraissent anodins. Mais finalement, quand tu découvres le dénouement, tu te dis, putain, il s'est dit tellement de choses dans le film qu'il y a des sous-textes, en fait. Ouais. Et quand quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai fait, ah ouais, en fait, c'était déjà dit là, ou c'était déjà énoncé ici. C'est tellement bien écrit, c'est tellement fort que le double visionnage, il est presque indispensable pour vraiment percevoir toutes les petites subtilités, en fait, de la narration. Et c'est brillant. Ouais, je suis d'accord. Et toi ? Moi, ma scène préférée, en fait, c'est un peu je vais pas dire pas la même scène, mais c'est un peu avec les mêmes personnages que tu as dit. Donc, c'est la mère et la petite fille, quand ils vont brûler ses vêtements. Et je vais pas dire pourquoi, parce que c'est pareil, en fait. J'ai pas envie de raconter, mais cette scène-là, en fait, elle m'a piqué au fond de moi. Voilà, les valves ont failli s'ouvrir, mais j'ai maintenu le robinet bien fermé. Et non, c'est une scène qui a failli me faire tout lâcher, quoi. Mais par contre, on pourrait en citer tellement. Il y en a tellement. Juste la scène d'ouverture aussi, elle est d'une efficacité. Ouais. Elle est belle, elle explique plein de choses. Avec rien. Elle met tout en place. Zéro dialogue. Voilà. Allez,
coûte en large 5 minutes, Ouais. et t'as tout le background qui est Avec posé. 2 personnages. Avec tout qui est posé pour. Voilà. T'as tout compris directement. Là, tu Ah fais, non, ok, c'est bon, c'est enfin, brillant. Chapeau. C'est brillant. Et moi, j'avais même peut-être de rajouter une autre scène. C'est une scène encore avec la mère, tu vois. La mère, Ouais, elle est. elle est oufissime. Moi, les scènes de la fin, elles sont. Hmm. Les 2 dernières scènes où elle apparaît, là, c'est là. Non, bon. Ouais. Non, franchement, elle est lourde parce que c'est fou. Et moi, c'est une autre scène, en fait, où t'as. Là, pour le coup, je peux raconter parce que ça spoil pas du tout le film. C'est une scène où, en fait, elle et sa meilleure collègue, en fait, sont convoquées par le patron. Et le patron, en fait, a un problème d'argent et, en fait, il doit se séparer d'une des deux parce que les deux, en fait, c'est ceux qui ont le plus gros salaire dans l'entreprise. Et en fait, au lieu de prendre une décision, le patron va dire aux deux de s'arranger eux-mêmes. Ouais. Et en fait, l'arrangement, en fait, est assez brutal parce que tu as soi-disant sa meilleure amie, sa meilleure collègue, en fait, qui va lui faire du chantage. Et finalement, ça va être notre héroïne qui sera obligée de le lâcher. Et pareil, je ne vais pas vous le dire pourquoi, parce que même si c'est pas vraiment un spoil, mais j'ai pas envie de vous le dire pourquoi. Et cette scène-là, je l'ai trouvée pareil, ultra réaliste. Parce que, le milieu du travail, hein. Ouais, c'est ça. Puis déjà, t'as la lâcheté du patron. boss en te disant, genre, débrouillez-vous. Et puis, après, quand tu vois qu'il y a un problème, c'est chacun pour sa gueule. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est que tu vois, il y a le côté de savoir, de garder l'information pour la réutiliser plus tard, mais pas pour aider. Tu sais, tu as l'information, mais tu en fais rien tant que t'en as pas besoin, toi, personnellement. C'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est des choses que moi, j'ai vues au travail. De toute façon, je pense qu'on l'a quasiment tous vu, hein. Moi, je l'ai vu parce que j'ai toujours été fidèle à ce que moi je suis, aux relations que j'ai eues dans mon travail. J'étais toujours prêt à défendre mes collègues, toujours à défendre pour des broutilles ou pour des choses très graves. J'étais toujours prêt à me mettre entre mes collègues et entre mes supérieurs, parce que j'avais des convictions et puis je savais que de toute façon, une fois qu'on était fidèles entre nous, qu'il y avait des liens forts entre nous, on va dire entre employés, moi je me devais aussi d'être là dans n'importe quel cas. Et dans ces moments-là, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a personne dans ton dos, en fait. Ah ouais, c'est... T'as beau monter au front, tu te retrouves tout seul à chaque fois. C'est ça. Et c'est toi qui te fais taper sur les doigts. Parce qu'après, on te met une tape dans le dos en disant « Oh, merci, tu nous as bien... tu nous as mis bien. » Ouais, mais par contre, c'est toi qui fais mal voir. Ouais. Et ce genre de scène-là, c'est ultra représentatif. C'est quelque part, j'en étais conscient. T'as toujours ce petit doute, en fait, au fond de toi-même, où tu te dis « Mais c'est pas possible, ils en veulent à moi, en fait. » Il y a un truc contre moi, mais finalement, avec du recul, tu te dis, non, mais en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain est lâche. Donc, dans tous les cas, t'as beau te battre pour parce que moi, c'est souvent de l'injustice, tu vois, j'ai horreur de l'injustice. Ouais. Au travail, encore plus. Moi, je peux pas laisser passer l'injustice. Si je vois un collègue ou n'importe qui être victime d'une injustice, qu'elle soit minime ou grave, je suis obligé d'ouvrir ma gueule. Je suis obligé de m'interposer parce que je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Moi, je sais gérer moi-même, mais moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas capables de gérer ça. Ouais, complètement, mais parce qu'on a aussi été beaucoup conditionnés suivant dans les milieux où on a grandi à pas prendre de place, quoi. C'est, si t'as ton taf, faut que tu sois content de l'avoir, alors tu fais pas de vague pour pouvoir le garder. Après, je pense que ça, c'est une expérience aussi, parce que moi, j'ai toujours été un électron libre, en fait, dans le travail. J'étais pas enchaîné à un travail, en fait. Moi, j'avais la possibilité de pouvoir partir quand je voulais. Quand ça me plaisait pas, je quittais. Je pouvais claquer la porte quand je voulais. Et de toute façon, avec les compétences que j'avais, je pouvais trouver du travail facilement. Après, souvent, je me suis rendu compte que c'était souvent avec des personnes qui étaient enfermées dans leur travail, qui ont fait qu'une boîte, entre guillemets, qui n'ont jamais connu ce qui se passait autour. Et là, c'est forcément, avec du recul, tu te dis oui, en fait, ces personnes-là ont peur de confronter la situation parce qu'ils ont peur de leur travail. Alors que finalement, c'est à toi, justement, de t'interposer. De toute façon, tu ne seras pas perdant parce que si toi, tu es conscient de tes compétences, si tu es conscient de ce que tu es, ils vont rien dire. Souvent, si toi, tu es capable aussi de justifier le pourquoi du comment, ils auront rien à dire, les personnes au-dessus. Ouais, et puis après, il y a aussi la peur du changement. En fait, si t'as plus peur de ce que tu vas avoir
que tu as d'informations, tu seras dans un état d'esprit d'immobilité. Tu vas pas pouvoir te dire, ok, bah là, je vais démissionner, je vais changer. Là, parce qu'en fait, ta peur, elle va t'empêcher de bouger, de sortir justement de ce problème-là et de prendre du recul. Et à partir du moment où tu sais, bah, soit que tu as les compétences pour retrouver du travail, soit que tu peux trouver, ou tu peux... ou même les droits que tu as le droit de demander qu'ils soient respectés, et bah à ce moment-là, tu inverses la balance et tu peux te mettre en action et commencer à résoudre les problèmes. Quoi. Exactement. Enfin bref, on l'a... Pas du tout de cinéma, là, disons. On l'a digressé carrément sur le travail, mais c'est parce que cette scène-là, elle était vraiment parlante. Et c'est là que c'est dans ces moments-là, en fait, que tu commences à perdre confiance non seulement en l'humanité, mais surtout des fois à toi-même, parce que moi je me suis retrouvé avec le temps au final à rester dans ma bulle, que ce soit au travail ou que ce soit avec les gens en général. Tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui par exemple, j'ai un collègue qui m'a dit depuis que je suis dans mon nouveau boulot, en fait j'ai un collègue, ils sont super gentils, je les adore, tu vois, mais il y en a un qui vient me voir à chaque fois et qui me dit ça va Nick, non je vais juste voir si t'es vivant parce qu'on t'entend pas. Et je lui dis non, t'inquiète pas. Et à un moment donné, il est venu me voir, il m'a dit mais t'es tout le temps comme ça en fait au travail, c'est-à-dire tu travailles et puis on t'entend pas, tu fais ton truc. Je fais bah ouais, en fait je suis tout le temps comme ça. Mais en disant ça, je me suis souvenu moi-même que avant je l'étais pas en fait. Ouais. Avant j'étais pas comme ça, j'étais capable d'interagir avec les gens, de m'arrêter, d'aller parler avec les gens, tout ça. Bon là après le boulot il est différent parce que moi j'ai toujours travaillé entre guillemets en extérieur, où en extérieur c'est beaucoup plus facile d'être proche des gens parce que t'as personne dans les pattes entre guillemets. Ouais, puis t'avais des équipes aussi voilà. À deux. Donc... Ouais, voilà. Et là depuis que je retravaille en fait en intérieur, bah je me rends compte que de toute façon t'as tout le monde qui se marche dessus, t'as les supérieurs qui sont dans le coin, donc forcément si tu t'arrêtes de parler, bah eux ça va pas leur plaire, alors que eux ils peuvent s'arrêter pour parler pendant une demi-heure, mais ils ont le droit, toi t'as pas le droit. Enfin bref, ça c'est pareil, je fais du corrida, je dénonce sans vraiment dénoncer. Voilà, c'est partout comme ça finalement. Mais quand il m'a dit mais t'es tout le temps comme ça, je me suis dit bah finalement oui, je suis peut-être aujourd'hui parce que j'ai peut-être eu des mauvaises expériences aussi dans le travail pour te faire devenir comme ça quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait il y a une perte de confiance encore une fois avec les humains quoi. Et j'ai du mal en fait à lier aujourd'hui des relations fortes au travail, même dans la vie en général, parce que souvent j'ai été déçu, que ce soit par des amis, par la famille, par des collègues de travail, parce que j'ai toujours été là pour les autres. En retour, je demande jamais rien, mais il suffit qu'il y ait une fois, et il n'y a plus personne. Ouais. Différence de priorité. Voilà. Et je pense que ça, j'ai 40 ans aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai assez de recul aujourd'hui pour dire que ouais, j'ai été déçu de la vie, j'ai été déçu des gens en général. Et je mets beaucoup de personnes dans le panier, et malheureusement, il y a d'autres personnes qui en pâtissent. Parce que j'ai pas envie de revivre ces expériences-là, en fait. Ah, je comprends. Et aujourd'hui, encore plus, parce que j'ai des collègues en Nord, par exemple. J'ai des collègues qui je m'entends super bien. Mais indirectement, moi, j'ai l'impression, en fait, de m'écarter tout seul. Parce que ces circonstances-là de la vie. Et encore une fois, digression, parce que, en fait, moi, dans le film, quand l'actrice principale, en fait, elle se fait, entre guillemets, j'allais dire marchander, mais je sais pas si c'est vraiment le terme, mais... Ouais, où t'as sa meilleure pote, sa meilleure collègue, en fait, qui lui fait du chantage. Et là, je me suis retrouvé, moi, dans cette position-là, en me disant, voilà, c'est ça, tu peux donner ton cœur, tu peux donner ta priorité, tu peux donner ton être aux gens, et chacun va être nombriliste pour sauver sa peau, et puis là, tu le vois souvent dans ces conditions-là. Et là, je me dis, ouais, mais voilà, c'est partout comme ça. Moi, je parle de ma condition à moi, mais là, tu vois dans un film japonais, tu dis, finalement, c'est partout. Ouais, c'est universel. C'est la même merde partout, quoi. Et enfin, voilà, bref, on va arrêter là, je crois, parce que on a fait une digression sur le travail, c'était pas prévu, ça. Non, c'était pas prévu, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Ça fait une discussion. Grave. Et voilà, donc c'était Une affaire de famille de Koreeda. On vous encourage vivement à aller découvrir ce film, indispensable. Mais alors moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'au départ, tu as fait un petit lapsus en disant « on vous souhaite ». Oui, on vous souhaite pour vous d'aller voir ce film parce que ça va vous faire vivre des trucs de fou. Non, c'est... Ouais. Donc, on vous encourage à le faire. Mais voilà, pour votre être transformé après l'avoir vu, on vous souhaite de passer par là. Mais tu vois, moi, je rajouterais même un autre truc, c'est... aujourd'hui, tu vois, la culture japonaise, elle est hyper importante dans le monde. Ouais.
Il y a une hype. il y a une énorme hype aujourd'hui. Il y a une mode en fait sur le Japon. Moi, cette mode-là, en fait, je l'ai depuis que je suis haut comme 3 pommes. Tu vois, c'est presque un second mode de vie pour moi. Tu vois, le Japon et la culture japonaise. Et ben moi, j'ai envie de dire aux gens justement qui sont en train d'idéaliser le Japon, d'idéaliser une culture japonaise, bah d'aller découvrir le cinéma de Koreeda. Ouais, je suis d'accord. Ça va montrer une autre facette, on va dire, invisible. Bah, on revient sur le mot invisible, hein. Une facette invisible de cette société-là, qui est réelle, qui est démonstratif. Et là, ça peut vite faire déchanter certaines personnes. Ouais, je pense. Ouais. Et surtout, montrer aussi, tu sais, c'est comme, en général, tu pars en vacances, quelque part, dans un pays. Là, pour le coup, tu vois, nous, on a été au Japon. On a été au Japon, on a vu le Japon, comment c'était. On est rentré, on l'a déprimé parce que bah, c'était incroyable comme voyage. Ouais. Et dans ces moments-là, tu te dis, waouh, j'ai trop envie d'y retourner, je veux rester plus longtemps, je veux. Limite dans ta tête, tu te dis, putain, comment on fait pour s'expatrier là-bas, je veux vivre là-bas, C'est toujours comme ça, les vacances, tu vois, ça te montre le beau côté des choses. Mais il faut jamais idéaliser un lieu, quoi que ce soit. Nous, on peut parler en connaissance de cause avec le Canada. Ouais, complètement. Avec le Canada, on l'a expatrié au Canada pour des raisons personnelles. Et en arrivant aussi, finalement, on est heureux, mais c'est pas l'Eldorado, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, j'en discutais avec une amie juste hier. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, quand ils s'expatrient, ils veulent, comme tu dis, soit retrouver ce qu'ils ont en vacances, sauf que en vacances, tu travailles pas, tu payes pas de loyer, tu t'as pas de facture à payer, t'as pas de trajet à faire pour aller, tout ce que tu fais, tu prends juste du plaisir. Tu prends juste du bon temps, donc, et tant mieux, c'est le principe même des vacances. Mais c'est pas la vraie vie. Et après, bah, quand tu es en vacances, les gens te traitent en tant que touriste. Bien sûr. Parce que bah, c'est un truc tout con, mais tu rapportes de l'argent. Donc, et après, il y a aussi une fierté nationale. Les gens, ils ont envie que t'aimes le pays dans lequel tu vas visiter, donc t'aimes leur pays. Et donc, ils vont se mettre en cadre pour pouvoir t'aider, pour pouvoir rendre la vie aussi sur place la plus intéressante et la plus appréciée possible. Mais une fois que t'es là-bas en tant qu'expat, t'as plus tout le même statut, quoi. Je veux dire, t'es plus celui qui ramène de l'argent, t'es celui qui prend la place. Ouais. Donc c'est pas le cas partout, mais c'est important de pas se voiler la face quand on veut partir, quoi. Après, il faut se battre aussi pour... Ouais, complètement. Bah, pour s'intégrer au pays, pour s'intégrer la façon de faire, pour s'intégrer à tout, en fait. Et puis, il faut être... Moi, c'est un truc aussi que je trouve aberrant, c'est de vouloir partir d'un pays pour aller en découvrir un autre, et de vouloir imposer le mode de vie du pays d'origine au pays d'accueil. Je veux dire, si tu t'en vas, c'est que t'aies des trucs que t'as envie de retrouver, pas que ça te manque, t'as un dépaysement, un truc comme ça, ok, pas de souci. Mais tu vas dans un nouveau pays avec l'ouverture d'esprit de t'adapter à la culture et qui est sur place. Sinon, tu verrais chez toi, en fait. Ouais. C'est... Mais quand, bien avant qu'on parte, mais j'avais fait beaucoup de recherches de forums et tout, justement, sur l'expat, sur le Canada et tout, et la plupart des avis extrêmement négatifs que j'avais vus, où les gens avaient dit, genre, j'ai détesté mon expat, c'était une expérience horrible, bah en fait, quand tu creusais un peu, quand on voyait un peu plus les commentaires et tout, c'était des gens qui avaient idéalisé là où ils allaient aller, en fait. Ça, c'est une erreur, ça. En gros, tu te dis... je vais aller là-bas, j'arrive, je pose mon sac, 3 secondes et demie, je trouve du taf, on va me filer un appart, machin, je vais gagner super bien ma vie. Mais en fait, ça dépend toujours aussi du métier que tu fais, du domaine dans lequel t'es, de si t'as besoin de changer tes compétences ou pas, si t'as besoin de te reconvertir. Bah après, c'est ça, c'est comment Bah non, on peut pas juger, parce qu'on n'est pas dans ce cas-là. Nous, on a de la chance de faire ce qu'on sait faire de mieux, entre guillemets. Donc, on est payé pour faire ce qu'il y a de mieux. Donc, nous, on est correct là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi. C'est souvent ce qui revient, c'est de dire, ah bah ouais, mais la France me manque, ma famille me manque. Ouais, mais c'est ça ce qui peut être normal, mais c'est pareil. Nous, on n'a pas cette chance-là. Enfin, on n'a pas cette chance-là. Nous, on est plus dans l'optique aussi dès le départ. Quand on a dit qu'on quittait la France, c'était pour la quitter définitivement. Ouais. Parce qu'on n'avait pas vraiment d'attache, même si on a nos familles. C'était le seul truc, tu vois. Mais finalement, nous, on a des caractères assez différents des autres.
Je parle pas entre nous, oui, je parle j'avais des autres. compris. Non, mais c'est pour les C'est pour les- auditeurs. Effectivement. Non, on est un peu sur la même longueur d'onde. On est carrément sur la même longueur d'onde, donc nous, on va dire qu'on est très... on va dire on est solitaire entre nous, tu vois. Ouais, en fait, moi, je me suis remarqué, en fait, il y a pas très longtemps, c'est que j'ai pas le besoin d'aller créer des nouveaux cercles d'amis Pareil. ou comment dire, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que si je suis toute seule, et c'est pas grave. S'il y a des gens autour de moi, je serais contente, mais j'ai pas besoin d'avoir une effervescence de gens autour de moi. Ouais, mais Tu vois, je veux pas te paraphraser parce que c'est exactement Voilà. ce que je pense aussi. C'est-à-dire que je vois du monde, je suis ravie. Je vais même aussi, des fois, moi, faire la démarche d'organiser des choses et tout pour maintenir les amitiés, quoi, les relations qu'on peut avoir, les amitiés, la famille, choses comme ça. Mais c'est pas un besoin. Tu vois, c'est pas un truc où je me dis il faut vraiment que là, je vois du monde. Ouais. Par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est le Covid. Je veux dire, moi j'avais des collègues, c'était vraiment genre elles déprimaient parce qu'elles étaient seules chez elles et qu'elles voyaient personne. Et moi j'étais là, ouais, non, ça va quoi, Moi, tu c'est vois. le meilleur moment de ma vie. Alors, pareil. Alors après, tu vois, c'est vrai que nous aussi, on a un noyau familial qui est hyper fort et sain. Ouais. Donc effectivement, c'est pas le même délire quand tu arrives dans une famille qui est complètement comment on dit, dysfonctionnelle et voilà. Et donc, ou sinon même juste quand t'es tout seul quoi, tu vois, je veux dire, quelqu'un qui vit seul chez soi, chez eux, ça peut effectivement être un peu plus difficile à vivre, mais nous voilà, en gros, c'est vrai que nous on fait tout ensemble de toute façon. Ouais. Et puis on n'a pas cette impression là de se marcher dessus et puis d'être constamment les uns sur les autres. Au contraire, on a besoin de ça, quoi. Ouais. C'est comme j'avais un collègue, il m'avait dit, tu verras quand tes enfants vont grandir, les meilleurs moments, c'est quand tu pourras repartir en week-end ou en vacances qu'avec ta femme. Bah, je lui dis, mais moi, j'aime bien partir en week-end et en vacances avec mes enfants. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil. Ouais, ça va me manquer, peut-être. Il fait, non, tu verras, c'est mieux. Ok, non, bah, moi, dans l'idéal là, non. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est pareil. Je comprends qu'il y ait des personnes qui ont besoin de se retrouver dans le couple à deux. Mais en fait, c'est vrai que, tu vois, se dire, on a besoin d'aller se faire toutes les semaines ou tous les mois une sortie que à deux et tout. Non, par contre, qu'on aille sortir, même faire un truc tout bête avec les enfants, genre aller à la bibliothèque, tu vois, juste on se fait notre sortie, où on fait un truc qu'on aime tous les quatre, qu'on fait ensemble, où on choisit de passer du temps tous les quatre à faire quelque chose qu'on aime. Moi, même si c'est le truc le plus anodin possible, ça me va très bien. Mais tu vois, c'est teubé parce que je pense qu'on a la même façon de penser aussi. Mais c'est peut-être parce que nous, en jeunesse, en fait, on a été contraints de suivre nos parents, puis de les suivre dans ce que eux ils ont envie de faire. Ouais. Et nous, c'est tout l'inverse, en fait. Et nous, en fait, si on sort pas, c'est pas grave. Mais si on sort, on va demander aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ouais. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez aller où ? Bah, on y va. Et en général, nous, comme on est très ouverts d'esprit, on est geek, on est jeunes, on est machin, donc on arrive facilement à faire tout ce que les enfants veulent, quoi. S'ils ont envie de faire, je sais pas moi, d'aller marcher dans la forêt, de faire une petite randonnée, bah, on va suivre. S'ils ont envie, bah tiens papa, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de faire une salle d'arcade, j'ai envie d'aller au magasin là, bah non, ça nous plaît pareil. Ouais. Donc au final, on arrive toujours à se conforter dans l'idée, bah dans tous les cas, on va passer un bon moment. Ouais, ça, je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai jamais passé un moment où j'ai dû emmener les enfants quelque part, où moi je me suis fait chier. Jamais. Pareil. Tu vois, je me suis dit, alors là, franchement... Parce que même, tu vois, si c'est des trucs genre aller emmener à des anniversaires ou quelque chose comme ça, je sais pas, voilà, tu trouves... soit je me trouve une occupation en plus à côté, soit si je peux pas être là, tu vois, après... j'allais dire présentement. Voilà, c'est le Québécois qui déteint. Mais ouais, non, sinon, il y a jamais un moment où je me suis dit, putain, ça me saoule d'être là, quoi. Et tu vois, je reviens encore sur... Parce que moi, en fait, mon expérience, je le prends par rapport à ce que les autres me disent ou disent sur moi, tu vois. J'avais un collègue, à chaque fois, il me demandait, bah, là, c'est la fin de semaine, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine ? Bah, j'ai dit, bon, là, on n'a rien de prévu, mais là, tu vois, si les enfants, ils veulent aller à la bibliothèque chercher des livres ou des machins, s'ils veulent aller au cinéma, s'ils veulent faire ci, s'ils veulent faire ça, bah, on va les suivre, quoi. Et elle dit, ah ouais, c'est vos enfants, en fait, qui décident. Je fais, c'est pas qui décident, mais c'est que nous, si on a besoin de faire des choses, bah, on va leur expliquer, on va leur dire, bon, bah là, on a des trucs à faire, ça va pas être marrant, mais on va y aller quand même parce qu'on sera obligé. Mais, par contre, pour se rattraper, juste après qu'on a fini ça, on va faire un truc
qu'ils Bah, ont fun, envie, quoi. ou un truc fun qu'ils veulent faire. Et là, il me regarde, il fait ça, c'est des enfants heureux. Et là, moi, j'ai tilté, j'ai fait des enfants heureux dans quel sens? Il me dit non, bah en fait, je sais pas, ça doit être des enfants heureux parce que moi, quand je regarde c'était un jeune, tu vois, il Mm. avait avoir 23, 24 ans, tu vois. Et il me regarde, il dit ouais, parce que moi, quand je vois comment c'était avec mes parents, moi, ce que je redoutais le plus dans ma semaine, c'était les fins de semaine, justement. Ouais. Parce que moi, j'avais peur de ce qu'ils allaient m'imposer, de ce qu'on allait faire. Je me disais, ah, ça se peut, je vais m'ennuyer. Moi, je veux voir mes copains, je veux voir mes trucs. Et souvent, voilà, quand j'étais invité à un anniversaire, bah, c'était pas le bon jour parce qu'on avait des trucs de prévu, tout ça. Donc, bah, moi, j'ai pas. Ah, je fais, ouais, bah, dans ce cas-là où je te comprends parce que c'est pas ce que moi j'ai vécu, mais c'est des choses que nous, on l'a tous ressenti, tu vois. Ouais, moi j'ai surtout ce souvenir, en fait, où les parents te font ressentir que le fait qu'ils t'emmènent quelque part, ça leur coûte. Ouais. Pas forcément financièrement, mais que c'est, comme tu dis, c'est pas le bon moment, ils avaient prévu de faire autre chose, ils sont fatigués, c'est loin, s'ils y vont, ils feront rien. Et donc en fait, bah, t'as envie de rien faire, parce que tu sais que si eux font un truc pour toi, bah ça les saoule et donc ils te le font bien comprendre, quoi. Et en même temps, bah, ça toi, parle. tu dois suivre pour faire les trucs. Ça dénonce quand même, là. Ça dénonce grave. Non, mais ouais, non, mais ça, c'est. En même temps, j'allais dire, il y a personne qui écoute le podcast, donc je peux dénoncer tout ce que je veux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, dans la famille, il y a personne qui écoute aussi, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Mais non, mais c'est vrai. Mais je pense que je pense que nous, on a quand même la chance de dialoguer entre nous. Ouais. On a la chance aussi d'avoir vécu les mêmes choses à peu près. Et je pense qu'on se rejoint énormément là-dessus. Puis c'est vrai que je pense que ce que nous, on nous a fait, on le fera pas à nos enfants. Ouais, mais tu vois, ça, ce côté de faire des trucs avec les enfants, j'ai pas souvenir qu'on ait eu une discussion en se disant, genre, ça va être important qu'on fasse ça. Je pense qu'on a dû dire effectivement de faire des choses avec eux et tout, de s'intéresser à ce qu'ils font, même si c'était complètement naturel pour nous. Mais tu vois, il n'y a pas eu ce truc de se dire, de conscientiser le fait de dire, bon, bah... si, ça arrivait, tu sais, quand on devait faire les papiers pour l'immigration, tout ça. Donc, tu vois, qu'on les a emmenés avec nous, faut faire les passeports. Non, ce que je veux dire, nous, entre nous, entre nous. l'éducation des enfants, de se dire que là, avec les enfants, bah, en gros, pour que justement ils soient bien, ils soient heureux et avec une bonne santé mentale, il faut qu'on on s'intéresse à eux, il faut qu'on intellectualise un petit peu le truc pour... En fait, ça s'est fait hyper naturellement et c'est plus avec du recul qu'on se rend compte, quoi. Mais ce que je te dis, moi, c'est avec du recul, je me rends compte. Oui, mais parce que c'est ce que les gens me disent autour. Ouais. Tu vois, des fois, parce que l'avantage au Québec aussi, c'est que les gens, en fait, ils s'intéressent énormément à la personne en face, tu vois. Moi, j'ai toujours eu des collègues jusqu'ici, tu vois, ils me posaient des questions sur, tiens, comment ta famille s'intègre ici, comment vous faites pour vivre, tiens, ils me donnaient des conseils, tiens, si tu veux faire des trucs en fin de semaine, il y a ci, il y a ça. plein de trucs à chaque fois. J'ai plein de trucs, tu vois. Et tu vois, par exemple, un collègue encore, il m'a dit, tiens, regarde, écoute la radio des Laurentides, tu vas voir, il y a tous les événements gratuits des fins de semaine, tout ça, faire avec tes enfants et tout. Et souvent, on me demandait, bah tiens, t'as fait quoi en fin de semaine? Est-ce que tes enfants, ils s'adaptent à l'école? Comment ça marche à leur école? Est-ce que c'est pas trop difficile avec les autres enfants, avec le langage, tout ça? Donc, tu vois, c'est dans ces moments-là, en fait, que je me rends compte que, en partageant ma vie de famille, comme ça, sans vraiment rentrer dans les détails, mais juste dans les grandes lignes, tu vois, de dire, oui, bah là, tiens, on a fait ci, on a fait ça. Bah, en général, on me regarde et fait, ouais, bah c'est bien ce que vous faites. Comme dit, tes enfants, bah, c'est des enfants heureux, c'est super bien ce que vous faites, vous êtes attentifs et tout. Mais quelque part, moi, j'ai pas fait ça pour me dire, voilà, je vais faire ça parce que je veux les rendre heureux. Comme tu l'as dit, c'est tellement naturel. Ouais, c'est ça. Que de pas reproduire ce qu'on sait qui nous a pas rendu heureux. Ouais, carrément. Carrément. Puis après, faut surfer sur la vague, quoi. C'est tu improvises au fur et à mesure en fonction de comment ça se passe. Si on voit qu'il y a un truc qui marche pas, bah voilà, on adapte, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est jamais parfait, mais il y a toujours des choses qui font des flops où bah tu vas voir un enfant qui va dire je m'ennuie là ou on rentre ou des trucs comme ça. Bah en général, on va pas leur dire ouais c'est bon. Bah vas-y, on rentre. Hein. T'as envie de sortir, non? T'as pas envie de sortir? Puis ça c'est un truc aussi beaucoup je trouve sur les vacances. Moi j'en ai eu plein justement quand on a dit la première fois où on est parti au Japon, donc on est parti avec notre premier fils qui avait 1 an et demi. Moi la première chose quand j'ai dit on partait, c'est vous allez faire quoi de Nolan?
Genre, j'ai envie de dire, c'est pas un chien, c'est pas une valise, c'est un enfant. Bah, il vient avec nous, en fait, je veux dire. Donc, c'est pas un objet que tu laisses. Et d'ailleurs, j'aurais dû dire un truc, je suis, bon, on l'a mis au chenil. Quand on l'a laissé sur le bord de l'autoroute, on l'a attaché à un arbre. Et en fait, les gens étaient choqués qu'on parte en vacances loin avec un enfant jeune. Parce que c'était vraiment genre, bah oui, mais ça va vous gâcher vos vacances, quoi. Et en fait, moi, j'ai vraiment le côté de dire, bah, tu t'adaptes, en fait. Oui, il y a des vacances où il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Oui, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, mais bon, ça, t'es conscient de ça. Ouais, et en fait, faut y aller en mode, genre, je sais ce que je fais ce que j'ai envie de faire, et j'ai des plans B, quoi. Tu vois, et en fait, bah, si, genre, il y avait... c'était à Nico, je crois, où il y avait plein de chemins de temple dans une forêt et tout. Sauf que c'était en mode genre côte avec des petits pavés sur les chemins et tout, le truc impraticable en poussette. On a regardé le truc, on l'aurait bien fait, mais bah non. Tu vois, c'est pas grave. On a fait les trucs autour. On a fait les trucs autour, c'était super. On s'est trouvé un super resto en plus. Donc voilà, beaucoup de digressions là, mais c'est pas grave. Ouais, là, on est parti très loin là. Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a plus personne de toute façon. Il n'y a plus personne qui écoute, donc on peut continuer. Là, on est sur la radio, de minuit. Ouais, radio libre. Non, bah écoutez, oui, je pense que c'est l'effet Koreeda. Ouais, je crois que c'est ça en fait. C'est où tu regardes un peu ta vie, mais pas en mode genre questionnement très difficile à la Mozart, tu vois, où tu te dis mais qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que machin, comment je me positionne. Mais là, c'est plus une façon aussi d'apprécier ce qu'on a en fait, et exactement les moments simples qui est montré dans le film et les moments du quotidien. Là, en fait, on rattache carrément les wagons parce que finalement, on parle de choses simples, mais le film, en fait, raconte ces genres de choses-là. Ouais. Donc, finalement, c'est encore un travail rondement mené par Koreeda et sublimement mis en scène. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Justement, les petits moments, en fait. Ouais. Que les grandes célébrations, que les grands trucs. Juste les petits trucs qui traduisent beaucoup plus de ce que les gens ont comme sentiment, en fait, que ce qu'on veut faire paraître. Quoi. Pour revenir au cinéma, oui, je préfère carrément Koreeda que Expandable, quoi. Je comprends. Allez, c'était pour finir ça. Du coup, on a pas mal parlé. J'ai envie de prendre un verre d'eau. Est-ce qu'on se ferait pas une petite interlude musicale ? Une petite interlude musicale, oui, je vais faire ça. Tu nous proposes quoi aujourd'hui ? Je propose la musique d'une série. Cette fois, je repasse au petit écran de Umbrella Academy. Ok. Je vais recommander In Hell, I Will Be in Good Company. Je ne l'ai pas. C'est une musique de The Dead South, qui était une musique de country. Et c'est la musique qui m'a fait tomber dans la country. Ok, je l'ai pas en tête. Donc le folk et tout, bon moi je surkiffe en ce moment, là, j'écoute que ça en boucle. J'ai déjà recommandé un artiste de Colterwald il y a quelques temps. J'en ai plein d'autres, je pense qu'il y en aura plein d'autres qui vont tomber dans le truc. Non, en fait c'est une musique, je l'ai redécouverte de manière complètement aléatoire. C'est ma cousine qui a partagé sur Instagram le clip en disant qu'effectivement c'était dans Umbrella Academy. Et on venait de regarder la série. Donc en fait j'ai tout de suite fait le lien que je n'ai plus du tout maintenant le lien. J'ai essayé de rechercher dans quel épisode c'était, je ne l'ai pas retrouvé. Et donc voilà, et en fait je l'ai écouté, j'ai écouté l'album en boucle parce que j'adore l'album. Et en fait, magie de l'algorithme, pour une fois les robots font des choses bien, il m'a recommandé plein d'autres trucs super bien en country. Dont Colterwald, Uncle Lucius, Grandpa Cost Medicine, des trucs comme ça, j'en ai tout plein. Et voilà, donc j'adore ça, j'écoute plein de trucs comme ça, j'ai des playlists long comme le bras. Voilà, et donc The Dead South de manière générale c'est très très bien, cette chanson là est géniale, et voilà. Et je te l'ai déjà fait écouter, donc tu vas la retrouver. Ouais, mais là c'est bizarre parce que je l'ai pas du tout en tête. Ouais. En général, quand ça parle de musique de film, j'ai toujours un petit truc lointain, ou alors de très très près. Mais là, j'ai rien du tout, je l'ai même pas. Je te la ferai écouter après. Ouais. Je pense que ça va me revenir aussi. Bah écoute, c'est parti. C'est parti.
I see my redhead, mess bed, tear shed, queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Donc voilà, on a écouté notre petite musique country et on revient pour vous faire quelques recommandations culturelles quand même. Ouais. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, vas-y. Et ben moi, je vais recommander Un air de famille. Parce que, voilà, j'en ai un peu parlé en avant-séance et je suis fière de moi. Je n'ai pas bugué pendant l'épisode en disant Un air de famille toutes les 2 phrases. Donc voilà. Par contre, j'ai pas vu Bakri dans Une affaire de famille. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé? Non, il était où? Je sais pas, faut regarder peut-être en personnage secondaire. Ok, ça va. Donc, Un air de famille, c'est un film sorti en 96, réalisé par Cédric Clapiche. Donc, c'est effectivement une comédie dramatique. Et donc, il y a, comme je disais, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, et il y a aussi Catherine Fro et Jean-Pierre Daroussin. Et donc, en gros, l'histoire, c'est il y a une réunion de famille, il y a un peu des tensions entre les 2 frères. Il y en a un qui est maire ou adjoint au maire, un truc comme ça, et l'autre qui est tenancier dans un bistrot, qui est propriétaire d'un bistrot. Et en gros, bah, c'est différence de statut social et tout. Donc il y a tous les le favoritisme de la mère, des choses comme ça. Et voilà, donc il y a plein de personnages qui sont assez sympas, assez drôles, et plein de situations un peu sarcastiques, très sympas, quoi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, aujourd'hui, ça va être de la musique. Très bien. Parce que j'ai vu une vidéo, c'était pas plus tard que ce matin, sur Instagram. D'ailleurs, c'est con parce que je voulais le mentionner ici, mais j'ai plus la page Insta qui m'avait fait ressortir un album que j'avais écouté à l'époque et que j'avais complètement oublié. Et là, il me l'a rappelé et je l'écoute en boucle depuis ce matin. Donc je suis désolé, j'aurais bien voulu le mentionner. Si quelqu'un écoute et puis voit de quelle vidéo je parle, c'est quelqu'un qui conseille en fait des albums de tout genre en général, en présentant... il a une boutique de vinyle, je crois. Ok. Et en fait, il présente le vinyle et puis il parle de ce que c'est, de pourquoi il adore ce truc-là. Et c'est des vidéos très courtes, mais c'est très bien fait. Et j'ai vu la vidéo, il a fait voir la pochette, j'ai fait... Oh. Et là, je me suis fait, tu vois, le genre de... Waouh, putain, là, ça date. Ouais. À l'époque, tu vois, tard l'époque. Et voilà, donc en fait, je vais vous présenter, c'est l'album qui s'appelle Matt Villainy. Okay. C'est du hip-hop, underground. Ok. Donc, c'est sur le disque, en fait, on va retrouver 3 artistes, dont Matt Villain, Madib et MF Doom. Et c'est un album que j'avais découvert, l'album sorti en 2004. Donc c'est un album que j'avais découvert à l'époque. C'était mon époque très hip-hop américain. Et j'étais tombé là-dessus par hasard. Et c'est quelque chose que je me rappelle, j'avais téléchargé encore sur l'Andonneur de fichiers. Et je l'avais écouté en boucle à l'époque. C'était ouf. C'est vraiment du hip-hop technique, underground. C'est bourré de références au cinéma, tu vois. Un peu à la Reza. Du Wu-Tang, où en fait il va mélanger beaucoup de cultures, mélanger beaucoup de scènes de films. T'as même une musique dedans où il va mettre des sons de Street Fighter. Ah, trop bien, ça doit te plaire. Bah oui, évidemment. Et donc tu vois, il y a plein de mélanges culturels comme ça, et en fait ça reste vraiment c'est vraiment de l'underground, c'est pas du hip-hop gangsta ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc technique, il y a du synthé, c'est fouillé, c'est cherché, tu vois. Quand je suis tombé là-dessus, je suis allé tout de suite sur Deezer. Et j'ai mis l'album, je l'ai mis dans mes oreilles et puis je l'écoutais ça toute la matinée.
Et c'est un album incroyable. Et je vais vous faire un petit mash-up là tout de suite avec quelques extraits du machin. Et je vous invite vivement à l'écouter. C'est incroyable. Que vous aimiez ou pas le hip-hop, je pense que ça peut éveiller des choses. Très bien. J'ai envie d'écouter. Je connaissais pas du tout, donc très bien. Living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick dastardly and Muttley with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mix master. Tripping off the beat, kinda dripping off the meat grinder. Heat niner, pimping, stripping, soft, sweet minor. China was a neat sign of trouble with the script digits double. How doom hold heat and preach non-violence. He about to start speech, come on, silence. On one starry night, I saw the light. Heard a voice that sound like Barry White, said sure you're right. Don't let me find out who tried to bite. They better off going to fly a kite in a firefight during tornado time with no coat, then I caught ya. Wrote the book on rhymes, a note from the author. Girls get necklaces of pearls. Compliments of the town jeweler. Left back now, schooler, trying to sound cooler. On the microphone known as the crown ruler. Never lied to Ma when we said we found the moolah. $500-something laying right there in the street. C'est l'heure de savoir ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Et il n'y aura pas de pioche. Parce qu'on sait déjà. Parce qu'on triche un petit peu. Mais. En fait, on profite d'avoir étalé notre vie pendant une demi-heure et qu'il n'y ait plus personne. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. Imposer un film. Et. En fait, tout ça, c'était rondement mené. C'est ça, tout était prévu. Complot. C'était un script et tout le monde a le prompteur sur l'ordinateur. Ouais. Et on l'a dit, viens, on les endort, ils vont se casser, et nous, on balance un film, et en plus, on va balancer un Kitano. Voilà. Donc, voilà, tout était prévu. Et donc, du coup, oui, vas-y, je te laisse annoncer. Merci, à la semaine prochaine. C'est Broken Rage, oui. Ou Rage Broken. Ah, tu me fous un doute, maintenant c'est Broken Rage. Ouais, donc on va regarder la semaine prochaine Broken Rage de Kitano, comme Kiko l'a dit, parce que on a trouvé ça sur Amazon et on s'est dit tiens, ce serait cool qu'on le fasse. Un dernier projet le dernier projet. Le dernier en date, donc qui est Kitano. sorti fin 2024, début 2025 suivant le pays. Et donc on n'avait pas envie d'attendre 5 ans et demi qu'il tombe dans la pioche. Comme il était là et qu'on sait pas combien de temps il va rester, on se permet de puis comme le mettre pour la semaine prochaine. Kitano, c'est un peu comme Koreda, il a un peu tous les droits, quoi. Exactement, donc il a les droits du podcast. C'est ça. S'il veut venir nous faire un coucou, il n'y a pas de souci. Exactement, voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera Broken Rage de Takeshi Kitano, sorti en 2024. Donc on ne sait pas du tout de quoi ça parle, on ne sait même pas ce que c'est. J'étais même pas au courant qu'il sortait un film. Il prévient pas aussi, il m'énerve. Il se fait de plus en plus discret aussi, lui, donc voilà, il veut s'éloigner de moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais aller découvrir son dernier film quand même. Et on va y aller, et on va voir ce que ça donne. Et on vous dit ça la semaine prochaine. Yes. Bon, d'ici là... prenez soin de vous et de votre famille. Ouais. Et puis, on se dit la semaine prochaine. Regardez du Koreda. Ouais, ça surtout. Et du Kitano aussi, par la même occasion. Ouais, regardez des films. N'hésitez pas à nous laisser des notes. On en a pas assez. Ouais, surtout là en plus on a des petits soucis avec notre plateforme, donc si vous voulez aller vous abonner. Oui. Être sûr de pas nous perdre. Ça c'est notre côté, ça on l'a vu qu'il y avait des choses qui étaient pas assez remontées ou qui étaient mal fichues. Donc ça, ce sera certainement résolu ce week-end. C'était mal fichu, donc c'est notre côté, on va gérer ça et voilà. Mais des petits abonnements, ça fera toujours plaisir pour le référencement. Mais en tout cas, merci pour les derniers, pour la réception des derniers épisodes. Justement, je suis en train de voir les stats. Et même si j'avais des doutes sur la distribution des épisodes, tout ça, je ne savais pas si c'était assez remonté, tout ça. En fait, j'ai vu qu'il y avait toujours des écoutes. Il y en avait même plus pour certains épisodes. Comme on l'a dit, c'est normal. Il y a des épisodes où vraiment... on sait qu'il n'y aura personne parce que ça reste des films totalement obscurs. Donc, pour le coup, là, ces derniers temps, ça marche très bien. Donc, nous, on va réparer pas mal de choses à côté. Mais ça devrait aller. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Ouais, venez nous envoyer un petit message. Comme d'habitude, vous nous dites
ce que vous avez pensé des films, ce que vous avez pensé des épisodes. Si vous avez des questions sur des films, avec grand plaisir, on est toujours là pour On va répondre. essayer de mettre les liens aussi, parce qu'on met pas de liens dans les descriptions. Faut qu'on mette les liens aussi pour que les gens... On fera ça bien, on va s'améliorer. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui m'a dit justement, bah, on a du mal à vous trouver. Ouais. Et c'est là qu'en fait, On s'est dit, il y a peut-être un problème, quoi. Et on a du mal à nous trouver, que ce soit sur les réseaux, sur les trucs. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis c'est vrai que j'ai tapé sur certaines choses. Je me dis, ah ouais, il y a un truc en fait. Mais je pense que c'est de ma faute parce que comme échanger de noms à gauche, à droite, il y a des trucs qui sont mal référencés, tout ça. Donc c'est entièrement ma faute. En plus, j'en étais conscient. Je l'avais dit qu'en changeant de nom, en changeant de truc, ça allait tout bousiller. Bah finalement, ça a peut-être un peu bousillé quand même. On va s'en sortir. Donc voilà. Putain, on dit encore là. Ouais. Mais là, il n'y a plus personne. C'est pas grave. Ils sont tous partis. Là, on parle tout seul là. C'est pas grave. Ouais. Ça ne changera pas avant le podcast. C'est ce que j'allais ça dire. Son podcast, on parle déjà tout seul tous les deux. Donc finalement, ça change rien. C'est parfait. On se refait un thé? Ouais, très bien. On vous abandonne là. Bah voilà. Bonne nuit, je pense, certainement. Ou bon courage pour votre début de journée si vous allez au boulot. Mais j'espère que vous serez un peu... Je vous dis pas au revoir parce que vous êtes plus là. Ouais. Et puis, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour Broken Rage. Ciao. Ciao.